Ce matin, le président Trump a mis Project Freedom en pause. Pas annulé, pas abandonné, simplement suspendu pour une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Ce sont ces mots, publiés sur Truth Social dans 2 déclarations distinctes à moins d'1 heure d'intervalle. La deuxième contient la phrase que tous les services de renseignement dans toutes les capitales ayant un intérêt dans ce conflit lisent et relisent depuis sa publication. S'ils ne sont pas d'accord, les bombardements commencent, et ce sera malheureusement à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevés qu'auparavant. Pause ou bombardement à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'avant. Voilà les 2 options sur la table au 6 mai 2026. Et la décision entre ces 2 options se prend en ce moment même dans la fenêtre de 72 heures créée par la convergence des calendriers opérationnels, diplomatiques et économiques. Elle se prend dans des conversations qui se déroulent simultanément à Islamabad, à Pékin, dans le bureau ovale et partout où la structure de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique opère actuellement. Les 3 prochains jours pourraient produire le résultat géopolitique le plus important au Moyen-Orient depuis 1979, où il pourrait marquer le début de l'opération militaire américaine la plus intensive depuis l'invasion de l'Irak. Les 2 scénarios sont sur la table, aucun n'est certain, et l'écart entre les 2, c'est l'écart entre un régime qui accepte ce qui a été convenu, pour reprendre les propres mots de Trump, avec sa propre réserve, entre parenthèses, selon laquelle cette acceptation pourrait être une grosse hypothèse, et un régime qui ne l'accepte pas. Pour comprendre ce que cette pause signifie réellement, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle signale et ce qu'elle laisse en suspens, et ce que cette fenêtre de 72 heures produit ou ne produit pas, il ne faut pas commencer par la diplomatie. Il faut commencer par le tableau opérationnel qui l'a précédé. Parce que la diplomatie existe dans l'ombre très précise de ce qui s'est passé dans le détroit au cours des 48 dernières heures. Et pour comprendre cette ombre, il faut comprendre la réalité opérationnelle qui l'a projetée. 24 heures avant que Trump ne suspende Project Freedom, des navires de guerre et des avions de combat américains ont envoyé 6 vedettes rapides iraniennes au fond du golfe Persique. Dans la même période de 24 heures, l'Iran a tiré une salve de missiles contre les Émirats arabes unis, frappé des raffineries de pétrole émiraties avec des drones pendant 2 jours consécutifs, touché un vraquier sud-coréen qui a ensuite pris feu, incendié 2 autres cargos au large des côtes des Émirats arabes unis et ciblé au moins un autre navire commercial dans le détroit lui-même. L'armée britannique a signalé de manière indépendante les navires en feu. Séoul a confirmé que son vraquier serait remorqué pour réparation, les 24 membres d'équipage ayant tous été retrouvés. Le tableau cinétique complet des 48 heures menant à la pause était celui-ci. Premièrement, la puissance militaire américaine dans le détroit affichait un taux de réussite de 100% contre chaque menace déployée par l'Iran. Deuxièmement, l'Iran continue d'attaquer tout ce qui était à sa portée, peu importe les résultats produits par ces attaques. Troisièmement, les dommages économiques collatéraux mondiaux de cette confrontation continuent de s'accumuler sous forme de navires en feu, de cargaisons bloquées et de marchés d'assurance qui évaluent désormais le transit maritime commercial par le détroit comme une catégorie de risque qu'aucun assureur ne peut absorber à des taux commerciaux normaux. La pause a été demandée par le Pakistan. Le Pakistan, qui a servi d'intermédiaire diplomatique en transmettant chaque proposition iranienne à Washington et chaque contre-proposition américaine à Téhéran, l'a demandé. Le Pakistan, qui a son propre intérêt profond dans la résolution de ce conflit en tant que principal courtier de l'accord qui pourrait émerger, en tant que pays dont les opérations de contrebande frontalière ont été l'une des rares bouées économiques restantes pour le régime iranien, et en tant qu'État nucléaire, partageant un voisinage régional avec un conflit qui menace de produire des conséquences bien au-delà du golfe Persique. Le Pakistan a demandé la pause et Trump l'a accordée. Cela dit quelque chose d'important sur l'état réel de la négociation, par opposition à la posture publique affichée par les 2 camps. Le Pakistan ne demanderait pas une pause s'il ne croyait pas qu'elle avait une probabilité raisonnable de produire un résultat. L'investissement diplomatique du Pakistan dans l'issue de cette négociation, la crédibilité institutionnelle, le capital relationnel régional, les enjeux politiques intérieurs
est trop important pour qu'Islamabad dépense tout cela dans une demande de pause qu'il jugerait purement cosmétique. Si le Pakistan a demandé la pause, c'est que le Pakistan croit que l'accord est assez proche pour que cette pause serve un objectif au-delà de l'image. Assez proche pour que la cessation de l'escalade cinétique pendant une période courte et définie crée l'espace politique précis à l'intérieur du système iranien dont la dernière pièce de la négociation a besoin, assez proche pour que les parties qui avançaient vers un accord aient besoin de ralentir le rythme opérationnel avant que les positions finales puissent être engagées par écrit. Mais le deuxième message de Trump sur Truth Social n'est pas le langage de quelqu'un qui croit que l'accord est certain. C'est le langage de quelqu'un qui a accordé la pause tout en maintenant la menace crédible que cette pause est la dernière sortie disponible avant que les bombardements ne commencent à un niveau et à une intensité beaucoup élevée. Grosse hypothèse. C'est l'évaluation de Trump lui-même quant à la probabilité que le régime accepte ce qu'il a accepté. Pas une certitude, même pas de la confiance. Une hypothèse, et une grosse. Et le langage des bombardements commence n'est pas rhétorique. C'est le président qui a autorisé l'opération Epic Fury le 28 février contre l'opposition unanime de ses conseillers principaux, qui a été informé du plan d'opération Final Blow, qui a la demande de déploiement hypersonique Dark Eagle en attente, et qui a environ 200 avions en orbite dans le ciel au-dessus et autour du Moyen-Orient en ce moment. Quand il dit que les bombardements commencent, il décrit quelque chose qui est déjà chargé et qui attend le signal négatif. Maintenant, il faut comprendre ce que la pause est et ce qu'elle n'est pas, parce que la couverture des grands médias fait quelque chose qui mérite une correction directe. Elle présente la pause comme un recul, comme la preuve que la pression américaine a été insuffisante pour forcer la conformité iranienne et que Washington a cligné des yeux. Cette couverture est fausse. Le blocus naval des ports iraniens est toujours pleinement en vigueur. Chaque navire qui tente d'entrer dans les ports iraniens ou d'en sortir est toujours refoulé. L'étau économique ne s'est pas relâché une seule seconde. Le parapluie aérien au-dessus du Moyen-Orient, ce que le secrétaire à la défense Pete Hegseth a décrit comme le dôme rouge, blanc et bleu au-dessus de la région, construit autour de l'architecture de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de la 82e division aéroportée, est actif et opérationnel. Les destroyers Harley Burke sont toujours en position, les groupes aéronavals sont toujours en position, les plus 100 avions en orbite sont toujours dans le ciel. Le blocus, l'étranglement économique, la présence militaire, les données de ciblage compilées pendant 64 jours de collecte de renseignements opérationnels, rien de tout cela n'a été mis en pause. Le mouvement des navires commerciaux dans le détroit a été suspendu. La pression, elle, n'a pas été suspendue. Elle ne s'est pas relâchée d'un dollar, d'un baril ou d'un passage satellite. On a mis en pause la composante cinétique d'une opération précise, pendant que tout le reste, tout ce qui comprime le régime vers le point de décision, continue de fonctionner à pleine puissance. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, s'est levé à Téhéran et a déclaré « Nous n'avons même pas encore commencé. Examinons cette déclaration avec la précision qu'elle mérite. » Ghalibaf est le même personnage qui a été décrit dans des rapports de renseignement comme faisant partie de la faction pragmatique qui tentait de trouver une flexibilité diplomatique avant que l'aile militaire de Vaidi ne lui coupe l'herbe sous le pied. Sa déclaration publique de défi est un message destiné au public intérieur, au public captif dans le blackout informationnel, à la base qui doit croire que l'institution qu'elle sert agit en position de force plutôt qu'en position de désespoir. Mais le fait opérationnel qui accompagne sa déclaration est celui que le contexte diplomatique de la pause ne peut pas changer. 6 vedettes rapides iraniennes mises à l'eau pendant la période où l'Iran n'avait prétendument même pas commencé sont au fond du Golfe, offrant une dissuasion stratégique à la vie marine. Les bateaux devenus récifs sont le commencement que Ghalibaf affirme ne pas avoir eu lieu. Le commencement a eu lieu. Il a produit 0 vedette rapide survivante et un taux d'interception américain de 100%. Si nous n'avons même pas encore commencé, décrit ce qui vient ensuite,
L'armée américaine l'attend déjà avec les plateformes précises et les chaînes de frappe dont le premier jour a démontré qu'elle pouvait le vaincre au même taux. La proposition de paix en 14 points que l'Iran transporte par le canal pakistanais exige un examen honnête de son contenu réel avant que quiconque puisse comprendre pourquoi l'écart entre ce que l'Iran propose et ce que l'Amérique exige est ce qu'il est. Parce que cette proposition n'est pas une ouverture de négociation susceptible de converger par le mécanisme diplomatique normal des concessions mutuelles, c'est quelque chose de structurellement différent. Elle exige le retrait militaire complet des États-Unis de la région, la levée du blocus naval américain, le dégel de tous les avoirs iraniens à l'étranger, le paiement de réparations de guerre à l'Iran par les États-Unis, la fin de toutes les opérations militaires, y compris au Liban, et la création d'un nouveau mécanisme international de contrôle du détroit d'Ormuz avec une autorité iranienne intégrée au cadre. C'est la proposition d'une institution qui a perdu 160 navires militaires, qui n'a pas de force aérienne, qui n'a pas de réseau intégré de défense aérienne, qui a 6 vedettes rapides au fond du détroit, qui a un guide suprême dans le coma, qui a un président civil écarté par une prise de pouvoir militaire, qui a un ministre des Affaires étrangères actuellement à Pékin pour solliciter le soutien chinois et qui dispose de 14 à 42 jours de capacité de stockage flottant avant que la cascade d'ingénierie ne commence. Une institution dans cette position opérationnelle et économique exige des réparations de guerre du pays dont l'armée a passé 64 jours à l'éliminer systématiquement. Ce n'est pas une posture de négociation. C'est le type précis de déconnexion cognitive qui se produit lorsque l'architecture informationnelle d'une institution, les médias d'État qui répètent aux dirigeants iraniens qu'ils gagnent, a été tellement isolée de la réalité opérationnelle que les gens qui prennent des décisions à partir de cette architecture ont perdu la capacité d'évaluer correctement leur propre position. Trump l'a décrit simplement. C'est une demande de rançon écrite par un gars qui est déjà en prison. L'image est opérationnellement précise. Le gars en prison ne peut pas exiger des réparations du gardien. Il peut demander à être libéré, ce qui peut se négocier aux bonnes conditions. Mais des réparations, un retrait militaire de la région et des mécanismes internationaux de contrôle qui donnent aux prisonniers de l'autorité sur le corridor, par lequel il a été reconnu coupable d'extorquer le monde, c'est pas une proposition. C'est une performance de force par une institution qui ne peut plus performer cette force par aucun autre mécanisme. Maintenant, regardons le chiffre autour duquel tourne en réalité la défiance de Galibaf, la proposition en 14 points et la pause de 72 heures. Le chiffre que Rubio a décrit comme le cœur de la question et autour duquel le cadre de négociation de Trump a été construit depuis le début de ce conflit. Plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi. C'est la quantité que le chien de garde nucléaire de l'ONU, l'AIEA, a confirmé que l'Iran a accumulé, raffiné à des niveaux proches de la qualité militaire. Plus de 400 kg, assez de matière fissile pour potentiellement produire plusieurs dispositifs nucléaires si elle était encore davantage raffinée. C'est le chiffre qui fait la différence entre un accord qui résout le conflit et un accord qui le reporte. C'est le chiffre auquel chaque formulation diplomatique, chaque cadre de cessez-le-feu, chaque accord intérimaire et chaque proposition de paix doit répondre avant que quoi que ce soit d'autre compte. Parce qu'un Iran avec plus de 400 kg d'uranium enrichi à un niveau proche de la qualité militaire, dans un ou plusieurs lieux que le renseignement américain ne connaît pas entièrement, cet Iran-là, peu importe l'accord qu'il signe, est un Iran qui a conservé l'option que l'accord est censé éliminer. Rubio a dit que le président et toute l'équipe sont conscients du caractère central de cette question et qu'elle devra être traitée d'une manière ou d'une autre. La première manière, c'est l'accord qui précise ce qui arrive à ce matériel, où il va, comment on vérifie qu'il est parti, sous quel régime d'inspection son absence est confirmée, et ce qui arrive à l'infrastructure d'enrichissement qu'il a produit. L'autre manière, c'est ce que Rubio n'a pas décrit en détail, mais que la combinaison des demandes de déploiement d'Ark Eagle, des briefings sur le plan d'opération Final Blow et du langage de Trump sur les bombardements à un niveau beaucoup plus élevé, rend visible dans ses grandes lignes le retrait chirurgical du stock par une combinaison d'opérations de frappe et potentiellement
de forces d'opération spéciales qui se positionnent discrètement sur le théâtre pour la mission précise de sécuriser ou d'éliminer du matériel nucléaire qui ne peut pas être détruit par des armes conventionnelles de l'altitude. La réponse de l'Iran au caractère central de la question du stock est que l'enrichissement nucléaire est un droit souverain. Cette formulation est la position institutionnelle d'un régime dont toute la stratégie de survie, depuis 2 décennies, dépend du maintien du programme nucléaire comme instrument rendant le régime finalement intouchable. Retirer le programme et le régime devient un État autoritaire conventionnel sans dissuasion stratégique contre les pressions extérieures qui pourrait autrement forcer le type de changement politique que sa population veut clairement. Garder le programme et le régime conserve l'ultime police d'assurance, la carte qui, une fois jouée, change de façon permanente tout le calcul de dissuasion et justifie rétroactivement le coût de chaque année de sanctions, de chaque guerre par procuration, de chaque excès du corps, des gardiens de la révolution islamique, de chaque manifestation réprimée, de chaque exécution, de chaque blackout internet. Droit souverain n'est pas un argument juridique. C'est la déclaration institutionnelle selon laquelle le programme nucléaire est l'instrument de survie non négociable du corps des gardiens de la révolution islamique. Voilà l'écart. Plus de 400 kg d'uranium proche de la qualité militaire. Washington dit que cela doit disparaître. Téhéran dit que l'enrichissement nucléaire est un droit souverain. Les bombardements commencent à un niveau plus élevé où l'accord est finalisé et signé 72 heures. Maintenant, comprenons le matériel militaire qui rend crédible le ou de cette formulation, parce que la pose ne change pas la réalité physique de ce qui est en orbite, en position, chargé et en attente. Et cette réalité physique mérite d'être énoncée avec la précision technique qu'elle exige, parce que c'est cette précision qui donne au ou sa crédibilité, plutôt que la rhétorique. Le destroyer lance-missile de classe Harley Burke est le principal combattant de surface de la marine américaine qui exécute le blocus et les missions d'escorte de Project Freedom. 509 pieds de ce que les analystes militaires décrivent avec justesse comme une létalité en couche. Le système de lancement vertical MK40 et un transport jusqu'à 86 missiles en configuration standard, le plus grand magasin d'armes à bord d'un seul navire dans la flotte de surface américaine. La composition de ce magasin est ce qui fait de chaque Burke non seulement un navire, mais une plateforme de frappe multidomaine. Des intercepteurs SM-6 pour les engagements aériens et de surface à longue portée, capables d'atteindre plus de 100 000 et d'engager à la fois des aéronefs et des cibles de surface. Des missiles Evolved Sea Sparrow pour la défense aérienne rapprochée, fournissant la couche d'engagement intérieur qui attrape les menaces que le SM-6 n'a pas besoin de traiter. Des missiles de croisière Tomahawk pour des frappes terrestres de précision à des portées dépassant 1000 milles, l'arme qui transforme une escorte navale en plateforme de frappe stratégique capable d'atteindre des cibles partout en Iran depuis sa position opérationnelle actuelle dans la mer d'Arabie. 86 munitions sur un seul navire, plusieurs navires dans la force opérationnelle et le canon MK45 de 5 pouces monté à l'avant, capable de fournir un tir naval précisément dirigé contre des cibles de surface à des portées dépassant 10 000. L'arme, qui fournit un appui-feu direct pour les engagements de surface rapprochés contre la menace des vedettes rapides, sans consommer le magasin VLS réservé aux menaces de plus haut niveau. Le système radar AN-SPUN, dans ses variantes à réseau phasé amélioré déployé sur la génération actuelle des Burke, et l'architecture de capteurs qui rend toute cette puissance de feu tactiquement efficace dans l'environnement contesté précis du détroit. Il suit simultanément des centaines de contacts aéronefs, missiles, drones, navires de surface, désigne automatiquement les armes et transmet l'image tactique au réseau chiffré Linksys qui connecte chaque plateforme américaine sur le théâtre. L'ADIX au-dessus, l'Apache sur le pont du navire d'assaut, le F-35 à moyenne altitude, l'EA, un 8 G-Growler dans l'environnement électromagnétique, les 2D Hawkeye à portée radar, étendus, tous reçoivent en temps réel l'image de surface du Burke. Tous renvoient leurs propres données de capteurs au réseau. Tous fonctionnent comme des nœuds dans une chaîne de frappe qui traite les données des capteurs et assigne l'engagement avant que chaque plateforme individuelle ait à résoudre seule le problème du ciblage.
On ne peut pas se cacher de cet ensemble de capteurs. Les vedettes rapides ne peuvent pas manœuvrer hors de sa couverture. Les drones ne peuvent pas voler sous son seuil de détection. Les missiles ne peuvent pas traverser des trous de couverture, parce qu'il n'y a pas de trous de couverture. Le radar du Burke dans ce théâtre, c'est ce qu'on pourrait appeler un pot de colle de niveau 5 de la surveillance navale. Il est là, il regarde tout et il ne s'en va nulle part. L'ADIX Thunderbolt 2, dans cet environnement opérationnel, est la plateforme à laquelle la doctrine iranienne des vedettes rapides n'avait aucune réponse et sur laquelle l'architecture actuelle d'application du blocus s'appuie pour les catégories de menaces précises que les missiles du Burke sont surqualifiés pour traiter. Le canon Gao-8 Avenger de 30 mm, les nacelles de roquettes guidées par laser, la capacité de rôder dans l'environnement de menace pendant des heures à des altitudes et à des vitesses, permettant une discrimination visuelle des cibles dans les eaux côtières encombrées. Tout cela est conçu pour l'engagement que 6 vedettes rapides iraniennes ont rencontré le 4 mai et qui a produit 0 survivant. L'armée de l'air a tenté de retirer l'ADIX à plusieurs reprises. Les exigences opérationnelles de chaque conflit dans lequel l'armée de l'air est entrée lorsque de petites cibles terrestres ou de surface rapide et manœuvrantes, en terrain complexe ou dans des voies navigables confinées, représentaient la menace principale, ont produit la même réponse institutionnelle, ramener le Warthog. Le détroit d'Ormuz, en 2026, est la démonstration définitive qu'il n'existe aucune plateforme dans l'inventaire américain qui règle le problème des vedettes rapides dans la géographie confinée des approches sud. Détroit aussi efficacement, à aussi faible coût en munitions et aussi complètement que l'ADIX. Pas le F-35, pas le F, ADIX-8, le Warthog, l'avion que l'armée de l'air avait oublié comme étant irremplaçable, a démontré encore une fois qu'il l'est et qu'il volera dans l'espace aérien du détroit aussi longtemps que le corps des gardiens de la révolution islamique aura des vedettes rapides capables d'y être déployées. La 64 Apache opérant aux côtés de l'ADIX dans l'architecture d'engagement fournit la couverture à voilure tournante qui comble les espaces de la couverture à voilure fixe et opère depuis des plateformes embarquées dans l'environnement immédiat de menace. Le canon Shen M230 a servi au casque du tireur, l'ensemble de missiles Hellfire, la capacité d'être repositionné vers n'importe quel point d'engagement dans le détroit en quelques minutes après la détection d'une menace. L'enfant illégitime des avions de chasse et des hélicoptères, comme le décrit la communauté opérationnelle, combinant la puissance de feu d'une plateforme de frappe à voilure fixe avec la manœuvrabilité et la polyvalence d'une plateforme à voilure tournante, d'une manière qu'aucune des deux catégories ne peut reproduire seule. Quand on associe l'ADIX et l'Apache, une plateforme à voilure fixe capable de rôder pendant des heures à basse altitude au-dessus de zones étendues et une plateforme à voilure tournante capable d'être positionnée précisément au point de besoin sans délai de transit, on obtient une couverture dans laquelle la doctrine des saints du corps des gardiens de la révolution islamique ne peut trouver aucune faille. Il n'y a pas de vecteur d'approche. Il n'y a pas de fenêtre de synchronisation. Il n'y a pas de formation tactique qui place les vedettes rapides hors de l'enveloppe d'engagement des deux plateformes simultanément. Les 6 bateaux envoyés au fond le 4 mai l'ont appris à la dure. Maintenant, regardons la dimension de Pékin. Parce que pendant que le tableau opérationnel dans le détroit montre l'armée américaine démontrant une capacité à des taux de réussite de 100%, le tableau diplomatique montre le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, à Pékin, publiant sur X que Project Freedom et Project Deadlock. Ce cadrage vise un public précis, non pas l'armée américaine qui vient de couler 6 de ses bateaux, mais le gouvernement chinois auprès duquel il sollicite actuellement du soutien. Cette publication est une opération informationnelle du corps des gardiens de la révolution islamique qui cible le dernier acteur extérieur dont la coopération pratique serait nécessaire au régime dans un scénario où l'accord échoue et où les bombardements commencent. Pékin a déjà réorienté ses achats de pétrole vers l'approvisionnement des Émirats arabes unis à des volumes records, déjà évacué son personnel technique critique des installations iraniennes, déjà réalisé les investissements d'infrastructures à long terme dans l'énergie russe qui rendent le brut iranien structurellement moins important qu'à n'importe quel autre moment de la relation.
Mais la tolérance continue de Pékin envers les tentatives iraniennes d'utiliser le territoire chinois comme plateforme de lobbying diplomatique est la dernière forme d'engagement chinois envers le problème iranien à laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique peut encore accéder. Rubio a abordé cela directement. Il a exhorté la Chine à dire à Araghchi que la poursuite des attaques dans le détroit aggrave la situation économique de tout le monde, y compris celle de la Chine. La Chine importe une part importante de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Les 20% du commerce mondial de pétrole transporté par mer, qui passe par cette voie navigable, inclut les achats chinois auprès des producteurs du Golfe. La Chine n'est pas un spectateur neutre dans le tableau opérationnel d'un détroit contesté. Elle est une victime en aval de la stratégie iranienne qui utilise le détroit comme instrument de coercition, même si sa posture publique maintient l'apparence de la neutralité. L'appel de Rubio à la Chine pour qu'elle communique avec Araghchi est le signal public d'une communication privée que Pékin et Washington gèrent presque certainement en parallèle. Le message est le même que celui que le blocus, les Apaches et les publications sur Truth Social transmettent dans des registres différents. L'accord vaut mieux que les bombardements pour tout le monde, y compris la Chine. Les plus de 230 pétroliers chargés, ancrés et en attente à l'intérieur du Golfe Persique au sommet de la crise, sont la démonstration viscérale des enjeux pour l'économie mondiale. Chacun de ces navires représente une cargaison achetée, assurée, expédié vers le Golfe, puis piégé là par une stratégie du corps des gardiens de la révolution islamique qui a transformé le détroit en instrument d'extorsion contre le commerce neutre de nations qui n'ont rien à voir avec le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Les propriétaires de ces navires perdent de l'argent à un rythme massif, salaire des équipages, carburant, entretien, perte de taux d'affrètement, accumulation de primes d'assurance chaque jour où la cargaison ne peut pas bouger. Les acheteurs qui ont acheté la cargaison et qui l'attendent gèrent des perturbations de chaîne d'approvisionnement dont les coûts se sont propagés dans chaque secteur manufacturier lié aux matières premières transportées par ces navires. Les nations dont le commerce dépend de l'ouverture du détroit sont les 427 gouvernements qui sont venus à Washington demander l'aide précise que Project Freedom devait fournir. La pause annoncée ce matin par Trump ne règle pas leur situation. Elle retarde la résolution en attendant l'accord ou les bombardements et la pression économique représentée par plus de 230 pétroliers ancrés, l'essence à 18$ et des prix mondiaux, des engrais supérieurs de 90% au niveau de crise et une forme de pression qui ne s'applique pas seulement à l'Iran mais à chaque gouvernement dans chaque pays qui veut que cela se règle et qui pousse discrètement mais fermement Téhéran vers l'acceptation sur laquelle le Pakistan parie. La fenêtre de 72 heures n'est pas un calendrier diplomatique au sens où les échéances sont normalement négociées. C'est la convergence de plusieurs calendriers indépendants qui arrivent simultanément. La fenêtre de stockage flottant de 14 à 42 jours, que les analystes en source ouverte ont calculé à partir d'images satellites et de données industrielles, avance, peu importe ce qui se passe, diplomatiquement. La cascade économique déclenchée par le débordement du stockage n'attend pas un accord signé. La crise salariale des forces de sécurité avance. La fracture institutionnelle du corps des gardiens de la révolution islamique avance. Les calculs privés de survie personnelle de la faction pragmatique avancent. Le déploiement Dark Eagle avance dans sa chaîne logistique. Le plan d'opération Final Blow est posé sur des bureaux en attente de la décision que la pause a temporairement reportée. Tous ces calendriers avancent simultanément et la pause crée une fenêtre précise dans laquelle la convergence de leur pression peut produire un accord avant que l'un d'eux ne produise le résultat qui rendrait un accord impossible. Si l'Iran accepte ce qui a été convenu, ce que Trump a décrit avec la réserve de la grosse hypothèse, l'opération déjà légendaire Epic Fury prend fin. Le blocus permet au détroit d'Ormuz de s'ouvrir à tous, y compris à l'Iran. Les navires bougent, les pétroliers se vidant, les cargaisons atteignent leurs acheteurs, le monde obtient ce qu'il est venu demander à Washington. Et la question nucléaire, que Rubio a refusé de détailler parce qu'il ne voulait pas mettre en danger les négociations,
est traité dans la formulation que contient l'accord pour les plus de 400 kg d'uranium proche de la qualité militaire, l'infrastructure d'enrichissement et le matériel enterré que le ciblage américain doit encore pleinement comptabiliser. Si l'Iran n'accepte pas, si le calcul institutionnel du corps des gardiens de la révolution islamique mène à la conclusion que les exigences de l'accord sont existentiellement incompatibles avec la survie du régime et que la démonstration de défiance devant le public intérieur vaut les conséquences opérationnelles, les bombardements commencent à un niveau et à une intensité plus élevée. Pas une deuxième Epic Fury, quelque chose de différent dans sa nature. Le Dark Eagle, traitant la stratégie des bunkers de montagne qu'Epic Fury, n'a pas pu atteindre complètement. Le plan d'opération Final Blow, ciblant les actifs militaires restants, les cadres dirigeants et les infrastructures vitales. Les ensembles précis conçus pour les plus de 400 kg d'uranium proches de la qualité militaire dans les emplacements que les 64 jours accumulés de collecte de renseignements auront confirmés. Les missions de suppression des défenses aériennes émises par les F-22 et F-35 visant les capacités de missiles solaires que le corps des gardiens de la révolution islamique a pu reconstituer pendant la fenêtre de cessez-le-feu. L'architecture opérationnelle d'une campagne de frappe ne commence pas là où Epic Fury a commencé en dégradant les défenses aériennes, la capacité navale et les installations de production de missiles. Elle commence là où Epic Fury s'est arrêté, en ciblant ce qui a survécu et ce qui a été reconstitué avec des armes qui rendent obsolète la stratégie de dispersion restante. Le président du Parlement iranien dit « Nous n'avons même pas encore commencé ». Les bombes qui commenceraient dans l'autre scénario du message de Trump ne sont pas les bombes d'une campagne qui repart de zéro. Ce sont les bombes d'une campagne qui dispose de 64 jours de renseignements de ciblage, de 3 groupes aéronavals, de 200 avions, d'un blocus qui a fonctionné à pleine puissance pendant toute la pause, et d'un plan d'opération Final Blow posé sur le bureau du président, précisément conçu pour ce scénario exact, le scénario où la négociation échoue et où la décision est prise que les bombardements sont préférables à un accord qui laisse la question nucléaire non résolue pour qu'une crise future en hérite. Les prochaines 72 heures contiennent la réponse à la question qui a guidé chaque élément de ce conflit depuis le début. Pas de savoir si l'Iran a été militairement dégradé. Il l'a été. Pas de savoir si la pression économique fonctionne. Elle fonctionne. Pas de savoir si le régime est fracturé de l'intérieur. Il l'est. La question à laquelle les 72 heures répondent est de savoir si la combinaison de toute cette pression suffit à produire la décision institutionnelle précise à l'intérieur de la structure de commandement du corps, des gardiens de la révolution islamique, guide suprême comateux, président mis à l'écart, ministre des Affaires étrangères, actuellement à Pékin, pour chercher une aide que Pékin ne fournira pas, faction pragmatique en train de calculer sa survie, faction dure, jouant la défiance devant un public qu'elle ne peut pas perdre. Est-ce que tout cela suffit à produire la décision d'accepter ce qui a été convenu avant que l'hypothèse d'une grosse hypothèse ne se révèle fausse, exactement de la manière que des bombardements à un niveau et à une intensité plus élevée qu'avant viendraient traiter? Les prochaines 72 heures ne sont pas les heures les plus dramatiques de ce conflit. La nuit d'ouverture d'Epic Fury conserve ce titre. Ce ne sont pas les heures les plus importantes sur le plan opérationnel. Le transit du Truxtan et du Mazon sous barrage soutenu et les 6 bateaux au fond du Golfe conservent ce titre. Mais ce sont les heures dont dépend tout le sens du conflit. Les heures qui détermineront si 64 jours de blocus, d'opérations militaires, d'étranglement économique et de pression diplomatique par le Pakistan ont produit une résolution durable ou ont produit la pression précise à laquelle il est maintenant répondu soit par une signature, soit par l'ordre qui enverra le Dark Eagle et tout le reste qui attend sur le théâtre vers les cibles que l'accord, s'il n'est pas signé, laisse exposer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.